Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast d'Anywhere Uni. Alors comme d'habitude, si vous nous rejoignez en live, n'hésitez pas à poser vos questions et je m'assurerai de prendre toutes les questions pour les poser à notre invité du jour. Et si vous nous regardez sur YouTube ou si vous nous écoutez sur Spotify ou sur Deezer, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre Anywhere Uni. On a un nouvel épisode chaque semaine avec une université différente et on fait vraiment le tour du monde des universités pour découvrir les nouveaux programmes, les nouveaux doubles diplômes, des universités dont vous n'aurez peut-être pas entendu parler, puis aussi des universités évidemment plus connues. À Anywhere Uni, on accompagne chaque année des centaines d'élèves vers les meilleures universités à l'international et on est toujours à l'affût des nouveaux programmes puisque le monde évolue très vite en ce moment et donc on cherche vraiment à rester à la pointe et à aussi inviter ces universités qui innovent et qui changent, qui cassent un petit peu les codes et je crois que ce soir, on a vraiment peut-être la proposition, alors je ne sais pas si c'est, je dirais, extrême, mais en tout cas, une proposition très forte, très, très innovante dans le domaine de l'enseignement supérieur. Et donc, je suis ravi ce soir de retrouver mon invité Alessia de Tettre College, voilà, qui est une institution très, très innovatrice. Et puis Alessia, que je connaissais déjà dans un rôle précédent. Je suis ravi de te retrouver, Alessia, ce soir. Comment vas-tu? Bonjour Allemand. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Et écoute, je vais très bien. J'avais très hâte, d'échanger avec toi ce soir. Bah, écoute, c'est un plaisir parce que vraiment, voilà, on parlait juste avant de démarrer et je me disais, bah tiens, je connais pas grand-chose sur Tettre, mais Alessia, tu me disais, bah, on a 2 ans et demi, donc effectivement, c'est tout récent. Donc voilà, je vais autant en apprendre que tout le monde ce soir, donc c'est une super occasion. Alors avant de dive in un peu dans ce que propose Tettre, qui semble assez révolutionnaire, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter, présenter ton rôle en tant que regional manager à Tettre? Bah, du coup, moi, c'est Alessia. Je suis regional manager, chez Tetra depuis octobre 2025 et globalement, en fait, je m'occupe du développement commercial de l'école, dans la région européenne. Avant ça, j'ai travaillé pendant 3 ans et demi dans une autre école de commerce international et c'est de là, du coup, que j'avais, rencontré, Alban. Donc maintenant, ça fait bientôt 4 ans que j'évolue dans le secteur, de l'éducation internationale. Et en fait, ce qui est important pour moi, c'est que je ne parle pas juste de ça d'un point de vue professionnel. Je l'ai vécu personnellement. Moi, en fait, je suis italienne et j'ai déménagé en France à l'âge de 6 ans. Donc j'ai fait toute ma scolarité dans un environnement international. Du CP à la terminale, au lycée international de Saint-Germain-en-Laye et ensuite j'ai poursuivi mon bachelor, dans une université américaine à Londres, qui avait également un corps étudiant très international. Donc très tôt, j'ai été plongée dans des environnements multiculturels, entourée d'étudiants venant des 4 coins du monde et honnêtement, ça transforme complètement la manière dont on voit le monde. Déjà, ça développe une ouverture d'esprit énorme, mais aussi des compétences très concrètes. La résilience, l'adaptabilité, la capacité à résoudre des problèmes dans des contextes multiculturels et il y a aussi un aspect très personnel. Moi, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup d'indépendance et de maturité. Au final, quand on fait ses études, à l'étranger, on doit apprendre à se débrouiller seul assez jeune et aujourd'hui, j'en suis extrêmement reconnaissante. Et je pense sincèrement que la période entre 17 et 23 ans, c'est le moment idéal pour sortir de sa zone de confort, voyager, se confronter à d'autres cultures et vraiment se découvrir. Donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé, de poursuivre cette lignée de carrière. Alors c'est vrai, effectivement, toi-même ayant vécu ça de l'intérieur, j'imagine que c'est parfait pour discuter avec ces familles qui explorent l'international. Toi, tu l'as vécu, on va dire, depuis petite, tu avais déjà mais pour des familles, par exemple, françaises en France, qui n'ont jamais vécu à l'étranger, est-ce que c'est pas un petit peu un grand saut de tenter ce genre d'aventure juste après le bac quand tu as des familles qui n'ont pas trop voyagé et qui te parlent, comment tu présentes les choses? Bah, c'est vrai que les parents, ils trouvent ça difficile de devoir, se détacher de leurs enfants, ce qui est normal. Je pense peu importe ton enfant, il a 5 ans ou il a 25 ans, tu vas toujours le voir, de la même façon. Mais au bout d'un moment,
Moi, je pense qu'il faut un peu lâcher prise. Il faut les laisser, se former par eux-mêmes, il faut les laisser, découvrir d'autres horizons. Après, il faut également la volonté de la part de l'enfant. Je pense que, si l'enfant, il montre aussi qu'il a la maturité et qu'il est prêt à faire ce pas, des parents devraient aussi se sentir un peu plus, à l'aise à l'idée, de le laisser partir à l'étranger. Après moi, mon rôle Oui, aussi, c'est de les rassurer, de leur montrer tout ce qui est mis en place pour s'assurer, que leur enfant est en sécurité. Mais bon, ça vient des 2 côtés quand même. oui, non, tout à fait. Non, il faut que ça vienne, du jeune, tu as raison, quand c'est les parents qui veulent forcément envoyer le jeune à l'international, ça peut être un peu, compliqué. Et pour que le projet réussisse, il faut qu'il soit porté aussi par le jeune et c'est pour ça que c'est bien de communiquer et nous, c'est ce qu'on essaie de faire, pour que les jeunes dès pas seulement en dernière année, en terminale ou grade 12 en dernière année de lycée, mais même avant ça, commencent déjà à creuser, à s'ouvrir, à explorer, à questionner et à faire mûrir et à grandir ce projet, qui se construit pour moi sur plusieurs années si on veut, avoir la transition la plus réussie possible. Tout à fait. Super. Bon, écoute, démarrons un petit peu sur Tetr, hein, parce que j'ai hâte d'en savoir plus. Hem, Qu'est-ce que c'est que Tetr? Voilà, ça a démarré quand? Comment? Pourquoi? Et quelle est l'offre? On va prendre après par, différents bouts, mais je te laisse nous faire un petit peu l'introduction sur la genèse de cette école. Bah, alors, Tetr est une école de commerce, d'un nouveau genre, créée il y a tout juste 2 ans. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous conscients du fait que des écoles de commerce, il y en a des milliers, mais des milliers. Donc c'est tout à fait légitime de se demander pourquoi est-ce que le monde aurait besoin d'une énième business school? Mais de là, en fait, vous allez vite comprendre que Tetr est très différente de tout ce qu'on a pu voir, aujourd'hui et que c'est une école qui est vraiment en train de révolutionner le modèle éducatif. Donc je pense qu'il est d'abord important de comprendre la motivation du fondateur. Donc tout a commencé, quand il allait faire ses études aux États-Unis. Là-bas, il suivait plusieurs cours, mais il y en a un en particulier qui l'avait marqué. Ce cours a été donné par un professeur qui s'appelle Adam Grant et sa manière d'enseigner était complètement différente de celle des autres professeurs. Pas d'examen, pas de cours magistraux, rien de tout ça. Son approche était simple. Il demandait en fait aux étudiants de créer une petite entreprise. Et justement, l'un des projets que Pratham, c'est le nom du fondateur de l'école, a lancé, a commencé à prendre un peu plus d'ampleur avec le temps. Et petit à petit, le projet est devenu un produit. Puis ce produit est devenu une entreprise. Une entreprise qu'il a ensuite dirigée à New York pendant près de 10 ans. C'était une boîte d'ailleurs, dans le software, donc rien à voir avec, l'école. Mais, ensuite, il a décidé de rentrer en Inde pour cette fois-ci lancer sa première école qui s'appelle Masters Union. Masters Union, c'est un peu l'équivalent de Tetr, mais uniquement pour les étudiants indiens et c'est une école qui aujourd'hui existe, depuis environ 5 ans. Et en fait, c'est là qu'il a pu vraiment affiner et améliorer son modèle éducatif avec une idée très claire en tête. Combiner le meilleur des 2 mondes, c'est-à-dire la vision à grande échelle et l'ambition des États-Unis avec la détermination et l'énergie de l'Inde. Et en fait, aujourd'hui, Tetr, c'est le reflet de cette vision. Une vision de l'éducation qui place l'entrepreneuriat au centre, qui privilégie l'apprentissage concret par l'expérience et aussi qui offre une perspective, véritablement globale. Je dirais que notre objectif, ce n'est pas juste de former des étudiants à trouver un job, mais de leur donner des moyens pour se construire, pour créer et pour avoir un impact réel sur le monde. Pour vous en dire un peu plus sur notre approche, pédagogique, elle repose sur 4 piliers. Donc tout d'abord, comme on peut bien l'imaginer, c'est apprendre le business en le pratiquant, avec les étudiants qui créent et développent des véritables entreprises dès la première année. Ensuite, le deuxième pilier, c'est étudier au sein d'institutions académiques de premier plan, grâce à des partenariats avec des universités reconnues à l'international, comme par exemple, INSEAD, Cornell, MIT, IIT en Inde, Fudan University en Chine. Ensuite, le troisième pilier, c'est être encadré par des dirigeants et des professeurs de haut niveau.
On a par exemple des CEOs, des fondateurs, des cadres dirigeants et aussi des professeurs de niveau Ivy League qui accompagnent nos étudiants. Et enfin, le quatrième pilier, c'est apprendre par l'immersion avec des visites d'entreprise, des découvertes culturelles et l'expérience terrain. Donc voilà, comme ça, on en est arrivé, à construire, 4 programmes de bachelor selon le profil et les ambitions des étudiants. Notre, flagship programme, on va dire, le tout premier qui a été créé, c'est le bachelor, en management et technologie. Donc, ce bachelor, il est plutôt pour les étudiants qui veulent développer à la fois un esprit business solide et une vraie compréhension des enjeux technologiques. Et il est aussi idéal pour les étudiants qui veulent créer des entreprises orientées grand public. Ensuite, il y a un programme intégré bachelor et master en STEM. Donc là, on s'adresse plutôt aux étudiants qui cherchent un double diplôme américain. Et ensuite, il y a un bachelor en finance et intelligence artificielle. Celui-ci, je dirais qu'il est parfait pour ceux qui sont vraiment passionnés par la finance et qui se projettent dans des carrières en fintech ou dans des environnements comme Wall Street, les marchés financiers, les cryptoactifs, et cetera. Et après, le quatrième et dernier programme, c'est le bachelor en sciences de l'intelligence artificielle, qui est également un diplôme STEM. Et cette fois-ci, il est destiné vraiment aux étudiants qui veulent aller très loin dans la tech et devenir entrepreneurs en ce domaine. Et donc là, pour ces programmes-là, les 2 programmes en tech, c'est vraiment il y a du coding aussi d'intégrer, ou c'est plus développement produit ou c'est vraiment des builders comme on dit, qui vont aussi faire du code? Non, non, il y a également du code. Par exemple, dans le programme en sciences de l'intelligence artificielle, les étudiants, ils programment également des drones, ils construisent des plateformes SaaS, des plateformes mobiles, virtual reality experiences également, donc c'est très pratique. Tandis que pour le programme en finance et intelligence artificielle, ils apprennent vraiment comment utiliser l'IA dans des contextes financiers. OK. Et alors, comment ça se donc déjà, je suis impressionné que vous ayez déjà 4 programmes, en 2 ans et demi. Je pensais vraiment qu'il y avait un flagship, un programme, et déjà c'est assez, diversifié. Donc ça veut dire quoi, le fait que les jeunes soient pas seulement encouragés, mais j'imagine que ça fait partie intégrante du programme qu'ils, travaillent et qu'ils lancent leur propre, business. Est-ce qu'ils ont quand même des cours un peu, théoriques, des examens ou il y a pas du tout de salle de classe, on est que sur, de la mise en pratique tout le temps, et chacun travaille sur son projet ou des projets de groupe pour lancer des comment ça se à quoi ça ressemble en fait l'expérience étudiante, dans cet environnement? Alors, je dirais que c'est 50-50. Nous, on pense que c'est quand même important pour les étudiants, d'avoir des cours. On ne peut pas non plus uniquement juste apprendre sur le terrain. Donc ils passent, 5 à 6 heures de cours, 3 à 4 fois par semaine. Et après le reste du temps, ils vont soit faire, une immersion en entreprise. Par exemple, quand les étudiants vont à Dubaï, ils visitent, Emirates Airlines pour apprendre, l'industrie de l'aviation. Heu, Aux US, ils vont à Google. En Inde, les LinkedIn Headquarters. Il y a aussi SpaceX et ça, du coup, ça leur donne également l'opportunité de networker et de comprendre un peu comment marche, le back-end d'une industrie. Après, on a également des immersions culturelles qui, sont là pour vraiment immerser les étudiants dans la culture du pays où ils visitent. Et c'est là aussi qu'ils vont développer, les soft skills qu'on ne peut pas nécessairement, apprendre dans la salle de classe. Et après, il y a également les immersions académiques qu'ils font donc dans une institution partenaire. Pour ce qui en est de la méthodologie d'évaluation, on est vraiment sur un modèle 50-50. Donc, 50 de l'évaluation vient de ce qu'on pourrait appeler l'académie classique et 50 vient du projet entrepreneurial qui s'appelle, The Capstone Project. Et la grande différence, c'est que même dans la partie projet, on n'évalue pas les étudiants sur de la théorie, mais sur du réel. Par exemple, le revenu qu'ils génèrent, la satisfaction de clients, l'impact concret de ce qu'ils construisent. Donc, c'est pas juste des examens qu'on peut mémoriser. Et si on commence par la partie académique, on reste quand même structuré comme une université.
Les étudiants, ils ont des quiz en classe, des assignments à la fois individuels et en groupe, mais aussi des essays, des reflections, des, rapports à écrire. Donc il y a aussi une vraie rigueur, académique et aussi, l'assiduité compte. Il faut minimum 70 de présence et ça fait partie de l'évaluation. Est-ce que le diplôme, il est par qui est-ce qu'il est accrédité ou par quelle est la reconnaissance du diplôme? Parce une nouvelle école, on se pose toujours la question donc je demande. Alors, il va être accrédité par une université partenaire. Par exemple, pour le bachelor en management et technologie et le bachelor en finance et intelligence artificielle, c'est UBI Business School qui est l'école partenaire. Donc l'étudiant va se transférer là-bas lors de son 7e semestre et ensuite le diplôme va être validé par Middlesex University, donc une école accréditée au Royaume-Uni. Pour le bachelor en sciences de l'intelligence artificielle, le partenaire, c'est l'Illinois Institute of Technology aux États-Unis et là, l'étudiant va faire toute sa 4e année là-bas. Puis pour le programme, intégré bachelor-master, c'est la Thunderbird School of Management qui est, l'école partenaire et l'étudiant, en fait, il va obtenir un bachelor, par Têtre et le master par la Thunderbird. Très clair. Alors explique-nous justement cette, mobilité, internationale. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les étudiants sont obligés de bouger? Est-ce qu'ils bougent par cohorte selon les programmes? Où sont les campus? Quel est le rythme de la mobilité internationale? Si tu peux nous clarifier un peu comment ça se passe? Alors, au cours de 4 ans, les étudiants voyagent en 7 ou 6 pays en fonction du programme qu'ils ont choisi. Pour les diplômes Ah, c'est Ouais, énorme. c'est beaucoup, c'est 2 pays par année. Mais ce qui est En sympa, c'est plus. que tu Mmh. voyages vraiment en tant que cohort. Donc, c'est vraiment comme si tu te construisais une deuxième famille loin de chez toi. Du coup, Mmh. pour les diplômes STEM, donc le bachelor en sciences de l'intelligence artificielle et le programme intégré bachelor-master, il y a 6 destinations, tandis que pour les autres, c'est 7 destinations. Mais le parcours globalement commence de la même manière pour tous les étudiants. Tout d'abord, ils vont en Inde, où là, ils vont lancer un e-commerce dropshipping business. Ensuite, ils vont à Dubaï, où là, ils vont lancer une D2C brand, donc une marque grand public. Ensuite, ils passent par Shanghai, où là, ils vont faire une Kickstarter campaign pour faire une levée de fonds, Une levée de fonds pour quel projet? un produit hardware, qu'ils ont construit. Et en même temps, ils continuent à manager les 2 premiers projets? Alors, c'est pas obligatoire, nous, on leur laisse vraiment la liberté de choisir. Moi, personnellement, je sais pas si je le ferais parce qu'après, ça fait quand même beaucoup de travail qui s'accumule. Ah ouais, c'est ça. Mais par exemple, pour le projet en dropshipping, ça, c'est quelque chose qui pourrait plus facilement, être gérable. Sur pilote automatique, juste ça commence à générer des revenus, ça peut être, il peut y avoir très, très peu de travail ouais, pour le maintenir, quoi. Mais l'étudiant a vraiment la liberté de choisir, si vendre son entreprise, si la mettre en pause, vraiment il fait ce qu'il veut. Et bien évidemment, les revenus générés, c'est dans la poche de l'étudiant. Ouais, Très bien, du coup, on en était au Ghana où là, les étudiants, ils vont, piloter une NGO. Ensuite, ils passent aux États-Unis où là, ils vont lancer une start-up tech. En Argentine, il s'agit d'une initiative verte et enfin en Europe, à Madrid, ils vont, créer un YouTube content channel. Donc ça, c'est plutôt pour le programme, le bachelor en management et technologie. Pour les diplômes américains, on enlève juste l'Argentine de ces destinations et après, bien évidemment, les capstone projects, vont un petit peu changer en fonction du programme. d'accord, donc les étudiants sont en cohorte, même quand ils sont des programmes différents, pendant les 3 premières années, ils sont en cohorte ensemble. Donc c'est des projets tous ces projets, c'est des projets de groupe ou c'est des projets individuels? C'est des projets de groupe, mais moi, je sais qu'il y a un Italien de notre, un Italien, un étudiant, pardon, de notre première cohorte, qui pour son projet de dropshipping, a décidé de le faire tout seul et qui a généré un revenu de plus de 100 000 en 4 mois. Il a créé une entreprise qui s'appelle, Bike Arena, et voilà, c'est pour montrer que ça peut très bien marcher tout seul. Après, pour tout le reste des groupes, c'est 4 ou 5 étudiants environ qui travaillent ensemble. OK, super.
Non, hyper intéressant. Puis oui, du coup, à 4 ou 5, ils peuvent, c'est un projet qui marche bien, ils peuvent le maintenir en vie, voir qui, et à chaque fois, il y a une vraie création d'entreprise ou comment ça se passe? Oui, de A à Z. On a bien sûr une capstone team qui les accompagne. Et nous d'ailleurs, on va aussi, évaluer les étudiants, on va dire, à travers, différents milestones. Par exemple, tout d'abord, comment nommer l'équipe, trouver, une idée, mais après on va aussi évaluer le travail d'équipe, la capacité à collaborer, la gestion du temps. Et après, bien évidemment, s'ils ont besoin d'aide externe, ils peuvent aussi faire appel, à des mentors. On a une plateforme qui s'appelle Coach, qui leur donne accès à plus de 100 mentors, des experts de l'industrie et là, ils peuvent directement, prendre rendez-vous pour des sessions, one to one pour les aider dans ces projets. OK, super. Et alors du coup là, vous avez même pas eu la première promotion à graduer encore? Non, effectivement, pour l'instant, disons les données tangibles qu'on a, c'est justement, les entreprises que nos étudiants ont créées et aussi les stages qu'ils ont pu accomplir. Notre première cohorte a fait en un an 110 stages dans plus de 23 pays. Donc, on a aussi une bonne équipe, carrière qui les accompagne, avec tout ça et ils peuvent décider de faire des stages à mi-temps pendant l'année académique ou des stages, à temps complet l'été. OK, et alors ces 1res promos, c'est alors déjà, bravo d'avoir réussi à recruter tout de suite et à attirer, sur ce projet, ambitieux. En tout cas pour des étudiants qui veulent être entrepreneurs. Je pense que ça coche, toutes les cases, c'est clair. Donc à quoi ça ressemble une cohorte, chez Tetra? J'imagine que c'est amené à évoluer, au fur et à mesure que l'école grossit, mais, c'est à peu près combien d'élèves? Les nationalités, c'est quoi? Voilà, à quoi s'attendre en termes de population, étudiante? Alors, notre première cohorte était composée de 110 étudiants, tandis que la deuxième, Ah oui, quand même. ouais, ouais, c'est pas mal et la deuxième, elle a encore augmenté, et on est arrivé, jusqu'à 200 étudiants. Waouh! Ouais, c'est pas mal et on espère cette année, d'augmenter encore plus, notre nombre d'étudiants et on a d'ailleurs aussi lancé un programme, master donc en septembre, ce sera vraiment, la toute première cohorte, qui va se lancer. Ah bah, ça va très vite, hein, je ne m'attendais pas à déjà des petites promos vraiment sympas, quoi. Ce chiffre-là, ça fait des gros groupes. Ouais. D'ailleurs, là, sur le master, par exemple, on va accueillir des étudiants qui viennent d'institutions comme Oxford, Cambridge, Princeton, LSE, la National University of Singapore, mais aussi des étudiants qui ont, déjà des expériences professionnelles et qui ont travaillé dans des entreprises comme Google, Bain, JP Morgan, Mercedes-Benz, Deloitte et cetera. Donc l'expérience TED aussi, c'est en fait s'entourer d'étudiants qui ont un peu le même mindset et qui pourraient aussi potentiellement devenir, ton partenaire business dans le futur. Comment alors question un peu technique, sur, là je pense aux parents qui nous écoutent. En termes de comment ça se passe sur le logement, dans toutes ces villes, les visas, voilà, c'est parce que déjà le trouver un logement, trouver un visa quand on part pour un diplôme dans un pays, ça peut être, une petite mission. Là, ça se répète tous les mois et quelques. Comment vous gérez, les logements et les visas pour cette cohorte? Alors nous, on s'occupe de tout. Déjà, il est obligatoire de résider, dans les résidences étudiantes, partenaires de Tetr. Donc tous les étudiants vivent ensemble et ils sont également accompagnés, pas d'un corps professoral, mais par exemple la Student Experience Team, la Capstone Team, une, Health and Safety Team. Donc ils vont pas se retrouver tout seuls, dans certaines destinations, mais aussi également un couvre-feu pour s'assurer que les étudiants, sont en sécurité. Voilà, nous, on va s'occuper de tout. Les résidences, vont coûter 8 000 $ par année. Ça, c'est le prix pour 2 résidences, ce qui, à mon avis, c'est un super deal. Moi, je me rappelle quand j'étais à Londres, je payais 15 000 € pour une année de résidence étudiante. Hem, donc voilà, il y a déjà ça et pour les visas, c'est pareil. On va s'occuper de tout. Waouh, c'est vraiment un projet ambitieux, hein, de tout de suite partir dans autant de pays, avec tant de autant de projets.
Et donc j'imagine que c'est aussi un peu soutenu par des compagnies spécifiques et est-ce qu'il y a il y a des entreprises qui sont, un peu partie prenante de Tetr ou non, vous travaillez avec tout le monde, selon là où vous êtes? Ou est-ce que c'est voilà, quelle est la relation, entreprise avec Tetr? Bah, alors, comme nous, dans notre corps professionnel, on a également des experts de l'industrie. C'est eux, en fait, qui ont pas mal de contacts et qui vont également nous aider, à peut-être faire des projets, avec des entreprises. Là, comme ça, je saurais pas tout à fait te dire, Ouais, mais mais c'est enfin, vu les stages, vu le nombre de stages et les expériences, pro, j'imagine que c'est bien connecté, quoi? bah, déjà, en fait, il y a des immersions professionnelles qui sont intégrées au programme. Comme je te disais tout à l'heure, Mmh. SpaceX aux États-Unis, Google, LinkedIn, Emirates Airlines. Donc nous, on encourage aussi les étudiants, quand ils font ces immersions académiques, à networker, à rencontrer les CEO, les founders et à décrocher des stages. Et donc, malgré ce format, hyper unique, il y a quand même une sorte de curriculum, enfin voilà, les élèves avancent dans un programme avec des modules où enfin voilà, ils construisent leur savoir, leurs connaissances, leurs skills au fur et à mesure du temps. J'imagine que tout a été pensé et que la logique de démarrer par, peut-être que c'est le business le plus basique qu'on peut faire, quand on fait du dropshipping, mais en même temps ça apprend les bases et puis après vous allez construire là-dessus, c'est ça? Il y a vraiment une logique de curriculum qui est déployée autour des au fil des 4 ans? Absolument, absolument. En fait, le curriculum, faut vraiment le voir comme celui d'une université normale. C'est juste que nous, on ajoute vraiment l'aspect immersion et l'aspect pratique qui permet aux étudiants d'appliquer tout ce qu'ils ont appris en classe directement dans des concepts réels. Et je pense qu'aussi, s'ils appliquent ça avec la logique, s'ils le font pour leur propre entreprise, ça les aide davantage à internaliser tout ce qu'ils ont appris. Alors avant de parler, des procédures d'admission, parce qu'on passe toujours du temps là-dessus, évidemment, pour bien comprendre, comment une institution, évalue les dossiers et compare les candidats. Au niveau des frais de scolarité, comment ça se passe? Comment c'est structuré? Est-ce que c'est les mêmes pour tout le monde? Voilà, tu as parlé déjà un petit peu du coût du logement. Mais alors comment ça se passe pour les frais de scolarité? Oui, alors en termes de frais de scolarité, c'est pareil pour tout le monde, peu importe, le pays d'origine et on est à peu près autour de 50 000 $ par an. Mais c'est important de comprendre que ça inclut énormément de choses. Toutes les immersions, les expériences académiques, professionnelles et culturelles, mais aussi toute la structure d'accompagnement. Parce que concrètement, TETR est un programme très complexe logistiquement. Ah oui, j'imagine, Les ouais. étudiants pays, tous les quelques mois. Donc, comme j'avais avancé tout à l'heure, on a une équipe, dédiée qui les accompagne, en permanence. Il y a aussi des teaching assistants, la Students Experience Team, l'équipe, santé et sécurité, l'équipe, qui les accompagne aussi, sur les stages, les jobs à temps partiel, ainsi que les opportunités d'été. Donc, voilà, c'est pas évident, pouvoir, gérer un programme, d'une telle ampleur, ce qui, à mon avis, justifie aussi un peu les coûts de l'école. Après, on propose également, des bourses qui peuvent couvrir, la partie tuition de nos frais de scolarité, mais ça va uniquement couvrir les coûts qui sont directs à l'école, pas les coûts externes. Donc ça veut dire quoi ça? Les coûts externes, c'est quoi par exemple? C'est le logement, c'est la nourriture, c'est tout ça? Les coûts externes, c'est les immersions académiques dans les universités partenaires. Donc nous, OK, on doit les payer pour que les étudiants puissent venir étudier chez eux. Les immersions business, les immersions culturelles, comme par exemple, aller, au musée du futur à Dubaï, faire, un safari dans le désert, visiter la muraille de Chine. Tout ça, il y a des tickets, disons à payer pour l'entrée, mais au moins l'étudiant, il ne doit pas se mmh, préoccuper, des logistiques. OK, ouais, bien sûr. OK, super, très clair. Et puis j'imagine du coup, bon après là, c'est un peu difficile de vendre ça comme ça parce que, on n'est jamais sûr et c'est un pari, mais potentiellement, c'est un programme où les jeunes vont pouvoir potentiellement avoir l'opportunité de gagner de l'argent. Déjà, un peu «en avance» entre guillemets. Tu nous as donné un exemple tout à l'heure, bon c'est sûr que ça peut pas être quelque chose qu'on on se dit: «Bah, mes études vont être financées à 100 parce que je vais gagner dans le programme», mais
En tout cas, c'est une option à potentialité, quoi. Oui, en soi, c'est de l'argent qui pourrait peut-être les aider à couvrir, plutôt leurs frais de vie, je dirais. Peut-être pas, Oui. l'intégralité du programme. Ouais, ouais, ce serait trop Mmh. risqué de ouais. Mais voilà, nous, on a un peu de tout. Il y a des étudiants, qui vont peut-être générer que 1 000 $ de revenus. Il y en a qui vont générer 10 000, 15 000 $. En fait, le but peut-être, c'est aussi pouvoir, avoir l'espace de faire des erreurs et d'apprendre sans de réelles conséquences, sur son propre business. Parce qu'au final, tu n'investis pas ton argent. L'école, elle commence par donner aux étudiants 500 $ pour lancer leur business et voilà. Après notre première cohorte, elle a quand même, créé 44 entreprises en une année qui ont généré plus de 300 000 $ de chiffre d'affaires. Donc les chiffres Mmh. sont là et ça, c'est la première année. Nous, on a quand même comme attente vers nos pour nos étudiants que la quatrième année, après la maturité et l'expérience qu'ils ont pu accumuler, qu'il y aura des résultats, encore plus impressionnants. Oui, mais ça, je pense que ça, avec le recul, vous allez pouvoir dire, à la limite, voilà, les cohortes génèrent, tant, de chiffre d'affaires. C'est ça, ce sera génial comme, métrique à suivre. Même pour les étudiants, quand ils sont dans leur recherche de stage, c'est quelque chose de super à pouvoir mettre, dans son CV plutôt que dire, j'ai fait, je sais pas, une campagne de marketing digital, mais il s'agit tout simplement, d'une recherche que tu fais sur un papier où tu ne peux pas montrer des résultats tangibles. Là, on parle vraiment de résultats, tangibles et je pense que dans n'importe quelle entreprise, on va rechercher des étudiants qui ont le mindset d'un entrepreneur. Ouais, non, non, excellent. Et oui, donc, la population étudiante, est-ce que c'est très varié? Est-ce que, c'est beaucoup des jeunes des pays dans lesquels vous allez aller? Où est-ce que vous voyez les à quoi ressemble une cohorte en termes de diversité actuellement? Nous, on a une forte représentation d'Asie du Sud, mais aussi d'Amérique latine, Mmh. d'Europe, des États-Unis, la région, MNNA, et aussi l'Asie du Sud-Est. Donc, il y a vraiment une vraie richesse, culturelle au sein des cohortes. OK, donc c'est ouais, c'est assez, varié, super. Tout est en anglais, j'imagine, 100. Absolument, absolument. D'ailleurs, si l'étudiant ne parle pas anglais, malheureusement, ce sera difficile qu'il soit accepté au programme. Ouais, bah, alors c'est parfait, tu me donnes, la transition, vers la sélection justement pour ce programme, et on peut commencer par le niveau d'anglais. Qu'est-ce qui est attendu? Quel type de niveau d'anglais est-ce que vous attendez? Ouais, et comment ça se passe pour candidater? Si tu nous donnes un petit peu à quel moment, qu'est-ce qui va être évalué? Qu'est-ce qui va être attendu? Alors, on va commencer, peut-être par les entry requirements. Donc déjà, l'étudiant, il doit avoir obtenu son diplôme, du lycée, peu importe, le diplôme, on les accepte tous. Il faut qu'il ait un bon niveau d'anglais. Il peut être encore en dernière année et ne pas avoir obtenu, mais il faut qu'il soit en phase d'obtenir son diplôme? Ou il faut qu'il l'ait déjà obtenu? Exactement. Il peut avoir une, acceptation, une offre conditionnelle, Ouais, très bien. OK. obtention du diplôme. Il faut qu'il ait un bon niveau d'anglais. Nous, on va pas demander de tests comme un TOEFL, un IELTS et compagnie, parce qu'en fait, pendant notre processus de candidature, on a déjà notre propre aptitude test qui s'appelle le Tester Trial, hem, où l'étudiant, il sera mené à donner des réponses à l'oral en anglais, à devoir faire des petites rédactions de réponses en anglais. Donc déjà de là, on va pouvoir, à peu près comprendre son niveau et après il y a également un entretien d'admission à passer avec un professionnel de l'industrie. Donc nous, on retient que c'est suffisant pour comprendre si l'étudiant, a le niveau, requis ou pas. Ensuite, il faut que l'étudiant soit âgé entre 17 et 22 ans et bien évidemment qu'il ait un passeport valide parce que sinon ça va être un peu compliqué et il y a aussi des Mmh. demandes supplémentaires pour le bachelor en finance, intelligence artificielle. Il faut que l'étudiant ait, suivi des cours en spécialité maths au lycée. Tandis que pour le programme en sciences de l'intelligence artificielle, il faut qu'il ait suivi des cours en physique et maths, en spécialité, pour avoir les bases nécessaires, pour réussir dans un programme qui est quand même un peu plus technique. OK, et pour le programme, par contre, management, il y a pas d'obligation sur les maths ni sur les Non, sciences? pas d'obligation. OK. Très bien, donc niveau d'anglais évalué, via, votre propre test et via, l'entretien. Le diplôme du high school diploma, en cours d'obtention avec parfois, sur certains programmes d'ESP,
scientifiques et mathématiques, nécessaires. Hem Et donc au-delà de ça, qu'est-ce que vous cherchez comme type d'élève? Est-ce que c'est purement, les notes? On prend, à partir de tel, niveau académique? Est-ce que c'est, la motivation? Est-ce que c'est l'esprit entrepreneurial? Est-ce que c'est les activités extrascolaires et ce que fait le jeune en dehors, sa vision? Voilà, comment là, on voit tout dans les universités. Il y en a, c'est que les bulletins, il y en a, c'est d'autres choses. Qu'est-ce qui compte pour vous et comment est-ce que vous l'évaluez? Alors, je dirais que chez Tettre, on attire quand même des profils d'étudiants assez particuliers. Ce sont généralement des étudiants qui recherchent quelque chose de différent, qui veulent de l'innovation dans leur parcours, des jeunes aussi qui ont envie d'évoluer dans un environnement multiculturel et qui, bien évidemment, ont l'esprit entrepreneurial, l'envie de construire et l'envie de créer. Mmh. Mais c'est aussi des profils qui n'ont pas peur de prendre des risques. Donc nous, globalement, c'est ça qu'on recherche. Je dirais que les notes sont importantes, mais on va dire, que ce ne c'est pas ça qui va réellement, faire que l'étudiant soit accepté ou pas. On a vraiment, une approche, beaucoup plus holistique et bien évidemment, plus l'étudiant fait d'activités extrascolaires, plus il a fait de projets, en dehors des cours, plus ce sera aussi récompensé par l'école à travers des bourses. On a des catégories qui justement remplissent ces critères. Donc voilà, je dirais que globalement, c'est plutôt ça qu'on recherche. Après, on a vraiment aussi des étudiants qui sont très bons académiquement. Notre score SAT moyen des étudiants est de 4 490. Oh waouh! Donc oui, ce sont aussi un peu des grosses têtes. Ouais, non, ouais, d'accord. Tout d'abord, il faut remplir, un formulaire où là, il y a 3 sections. La section sur, ses détails personnels, les détails académiques et ensuite il y a 2 petits essais à rédiger, qui sont plus des essais de personnalité pour, comprendre davantage les motivations de l'étudiant et quelles ses recherches dans son expérience et qu'est-ce qui l'a poussé à candidater. Ensuite, il y a, donc notre test d'attitude personnalisé qui s'appelle, le Tatter Trial où, là, il s'agit d'un test qui va durer 90 minutes, où on va tester l'étudiant, dans, par exemple, sa capacité à multitask, à planifier, à résoudre des problèmes. Il y a aussi, pas mal de petits jeux, qui sont, powered par l'intelligence artificielle et ensuite, s'il passe le test, là, il, décroche un entretien avec un professionnel de l'industrie et ensuite, dès que l'entretien est passé, on revoit le dossier en entier et à ce moment-là, il reçoit la décision, d'admission et potentiellement de bourse. OK. Et les bourses, elles sont au mérite? Elles sont sur la base des besoins financiers de la famille? C'est comment est-ce que c'est, On a un peu de tout. On a des bourses, d'excellence académique, on a des bourses pour les talents exceptionnels, comme dans le sport, l'art, la robotique, la créativité, le leadership. Mais on a aussi des bourses pour des étudiants aux origines financières modestes ou, qui ont peut-être eu un parcours, personnel difficile. Tous les étudiants, ils ont l'opportunité de remplir, une financial aid form après avoir reçu, une offre de la part de l'école et après avoir reçu leur bourse scolaire et donc après nous, on va étudier le document, et là, par exemple, on demande les fiches de paye des parents, les assets, et cetera. ah donc c'est presque, comme on dit, gamified, la partie un petit peu, sélection et j'imagine que c'est en lien avec le nom Tetr qui j'imagine a un lien avec Tetris quand on voit les blocs dans le logo? Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Moi d'ailleurs, j'ai essayé de le faire ce test et la partie gamified, j'étais nulle. J'étais nulle. Mais je pense que les étudiants, ils aiment beaucoup. Enfin moi en tout cas le feedback que j'ai eu des étudiants que j'ai pu suivre, c'est qu'ils ont adoré, faire ce test. Mais alors du coup, il y a pas de préparation ou est-ce qu'on peut se préparer? Comment est-ce qu'on peut se préparer? Si tu avais un message à passer à nos élèves, peut-être qui sont là en équivalence seconde, première, donc qui ont encore quelques mois, voire années devant eux, et qui seraient tombés sur Tetr et qui seraient, curieux. Comment on peut se préparer à à la sélection de Tetr qui est assez unique? En réalité, il y a pas réellement de préparation. Il faut juste venir, frais avec l'esprit clair, et
Mais c'est vrai, il y a pas vraiment de préparation à faire. Peut-être, si on n'est pas encore totalement à l'aise en anglais, là, c'est bien, d'un peu plus, le réviser. Mais je pense, que si on est confortable avec la langue, OK et donc j'imagine qu'après dans l'entretien, ce qui va être compté beaucoup, c'est la motivation de l'élève, c'est la compréhension du programme, le fait que de se dire, bah, peut-être qu'il y a des élèves où vous dites: «Bah, il a peut-être pas la maturité». Est-ce que c'est quand même un programme où, bah, si vous preniez des élèves qui sont pas prêts à ces transitions interculturelles, à cette intensité, parce que j'imagine qu'il y a une grosse intensité entre les cours et la création d'entreprise. Comment est-ce que vous évaluez ça pour, vous assurer que vous allez pas prendre des élèves qui vont, au bout de 3 semaines, 3 mois, pas tenir le rythme, dans ce format quand même assez unique? bah, je pense qu'on le ressent déjà, par l'énergie d'un étudiant. Comment lui, est-ce qu'il nous parle de son parcours, de ses accomplissements? Mmh. Hem, Moi, je me rappelle du coup d'étudiants, qui ont eu des très bons retours, d'entretien, qui avaient parlé de leurs projets personnels. Il y a par exemple un étudiant qui vient du Rwanda, qui a lancé une ONG autour de la santé mentale, et qui a déjà touché 5 communautés, en Afrique. Donc lui, il nous avait parlé de ce projet, qu'il avait pu créer. Une autre étudiante, qui elle vient de Turquie, a créé sa propre start-up dans le design, tout en se qualifiant pour un championnat mondial, de robotique à Houston. On a un autre étudiant, qui a été sélectionné pour la fellowship, Be Visionnaire de Mercedes-Benz, à Berlin. Donc voilà, c'est aussi, Ouais, là où oui, c'est ça. C'est en général des élèves qui ont déjà mis les mains «la main à la pâte» entre guillemets et qui sont entrepreneurs dans l'âme, quoi. exactement. Super. Bah, écoute, on a fait un bon tour et du coup, en termes de timing, est-ce que vous avez une deadline? Est-ce que c'est du rolling admission? Donc ça veut dire que les élèves peuvent candidater quand ils veulent, au fur et à mesure de l'année? À quel moment pour des élèves là qui seraient en 1re, à quel moment, ouvrir le dossier peut-être, et lancer les démarches? Moi, je conseille toujours de le faire le plus rapidement possible. Déjà pour une question de tranquillité d'esprit. On s'en rend pas compte, mais en terminale, l'année va très vite. On se retrouve, très rapidement à avoir des bacs blancs, des révisions, et cetera. Et moi, je pense que si on a déjà ces acceptations universitaires dans la poche, heu, c'est déjà un souci de moins et ça permet vraiment à l'étudiant de, se focus sur son année de terminale. Après, nous, on accepte des candidatures, jusqu'à début juin. Et elles ouvrent dès septembre, pour l'année prochaine. OK, très bien. Donc même les élèves de terminale cette année peuvent encore tenter. J'imagine que début juin, c'est parce que vous savez qu'il y a des visas parfois à sortir et qu'il va falloir vous laisser quand même un petit peu de temps. Hem, OK, parfait. Je réfléchis. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé? Là, je pense qu'on a fait un bon tour. Comment est-ce que les élèves peuvent, s'il y en a qui sont intéressés, curieux, comment est-ce qu'ils peuvent se renseigner? Est-ce que c'est surtout en ligne? Vous allez avoir des vidéos peut-être sur le site ou est-ce qu'il y a possibilité de rencontrer des gens, de passer, d'anciens élèves, enfin des élèves ou alors de passer voir une cohorte ou comment ça se parce que là, j'imagine que les open days, qu'on fait en famille, dans le petit campus traditionnel, c'est un peu compliqué. Donc comment est-ce qu'on vient, valider ce projet, qui est quand même une grosse décision? Comment est-ce que les élèves qui sont intéressés peuvent venir, voilà, confronter ce projet? Alors, tu verras que si tu vas sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, il y a énormément de documentation, sur le progrès de nos étudiants. On a même créé, une, mini-série documentaire, qui filme les étudiants à travers, la construction de leur start-up. Heu, Vraiment, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez tout voir, rien n'est caché. Et après, bien évidemment, vous pouvez aussi prendre contact avec moi. Moi, je serais ravie, de vous parler de l'école, de comprendre avec vous si ce serait un bon fit en fonction de vos ambitions et vos projets. Mais voilà, globalement, sur le site web et sur nos réseaux sociaux, il y a vraiment tout. OK. Bah, hésite pas à mettre ton email là dans la section, comment section. Comme ça, je vais le mettre sur l'écran et pour ceux qui nous regardent là sur YouTube, tu vas pouvoir le lire aussi pour ceux qui nous écoutent en audio. Si vous voulez envoyer un message à Alessia, n'hésitez pas. En français, en italien aussi, hein? Tu disais que tu étais, d'origine italienne? Oui,
ou Donc anglais. est-ce qu'il y a autre chose, Alessia, avant de conclure? Est-ce qu'il y a un dernier message que tu veux passer? Quelque chose qu'on n'aurait pas dit ou un message que tu as envie de donner? Moi, je dirais juste aux étudiants, n'ayez pas peur de tenter quelque chose de nouveau, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Vous êtes jeunes, c'est maintenant ou jamais. Hem, donc voilà. Après, c'est très bien aussi de rester en France, mais moi, je conseille vivement pour qui peut, de sortir de la salle de classe, sortir de chez eux et aller découvrir le monde. D'ailleurs, quelque chose que j'ai appris, quand j'ai rejoint Tettre, c'est que pendant la période de la Renaissance, donc avant, que les universités comme on les connaît aujourd'hui, existent, ce que les familles faisaient, c'est qu'elles envoyaient leurs enfants, faire un, disons, Grand Tour of Europe d'une durée de 4 ans. Ou par exemple, les étudiants allaient à Rome, pour apprendre l'art et l'architecture. Ils allaient à Venise, pour apprendre, l'engineering, que j'ai plus le mot là en français, pardon. L'ingénierie, voilà. Ils allaient à Manchester, pour apprendre, l'industrie du textile. Et en fait, tout était centré sur le fait de sortir de la salle de classe, d'aller visiter des usines, d'apprendre directement, par des masters. Et avec le temps, cette idée a vraiment shifté et on est arrivé à un point où on est vraiment contraint dans une salle de classe. Mais pour moi, la meilleure façon, d'apprendre à connaître le monde, c'est vraiment, de sortir, et exactement, et d'interagir, avec différentes personnes, découvrir différentes choses. Hem, donc voilà. Moi, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est, de voyager et de rencontrer un maximum de monde. Ouais et puis en 2026, à l'ère de l'IA, je pense que j'entendais ça l'autre jour justement sur un podcast que autrefois, la voie sûre, c'était la voie du salariat, de prendre un job rassurant et cetera et qu'en fait, aujourd'hui, la voie sûre, ça va plutôt être la voie de créer son d'être un créateur, d'être un builder et voilà et que c'est l'entrepreneuriat a de beaux jours devant lui, et qu'on est dans une génération où en tout cas, les skills qui sont développés, là-dedans c'est clair qu'elles seront, hyper utiles à l'ère de l'IA donc non, non, je suis convaincu, de l'intérêt de ce programme et je comprends que vous trouviez un écho, aussi fort, aussi rapidement. Donc merci beaucoup, Alessia pour, ton temps et tous tes insights. C'était, hyper intéressant, et puis j'ai hâte d'avoir un de nos élèves un jour qui parte, chez vous pour qu'on ait du feedback de l'intérieur. Ah, ce serait super, ce serait super. Super, merci Alessia, merci beaucoup et puis à tous ceux, qui nous ont écoutés jusqu'au bout, merci pour votre fidélité, et à très bientôt pour un prochain épisode du podcast live d'Anywhere Uni.